Cette criminologie empirique, fondée sur des études, a été promue par des psychiatres, des psychologues qui sont au contact des détenus, notamment ceux qui travaillent à l'Institut Pinel, qui est un hôpital-prison à Montréal. Alors évidemment, on a vu ce matin qu'en France, on disait que la santé mentale n'était ni mesurable ni évaluable. Eux, ils ne sont pas d'accord. Ils utilisent des outils d'évaluation standardisés qui sont souvent critiqués chez nous. Alors Jean Proulx et Nadège Sauvêtre, les rédacteurs de ce livre, ont fait une étude sur 101 violeurs et 30 meurtriers sexuels. Donc ça fait quand même une bonne base d'études. Et ils ont appliqué un questionnaire qui s'appelle le Millon Clinical Multi-Facial Inventory Manual. Et ils ont obtenu des résultats qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve en France. Comme si les détenus meurtriers canadiens étaient différents des Français, je ne crois pas qu'ils soient très différents. Donc vous allez voir, ils trouvent plus de personnalités dépendantes. Alors nous, on dirait dépendance et abandonnique, quelque chose comme ça. Des personnalités évitantes, nous on dirait des personnalités phobiques. Des personnalités schizoïdes, c'est comme ça qu'on les appelle aussi. Et très très peu de personnalités antisociales. Pour porter ce diagnostic, normalement, il faut utiliser des outils. Et l'outil qu'on utilise, c'est l'échelle de Haar, qu'on utilise très très peu en France. On l'utilise en Belgique, en Suisse, on l'utilise partout, mais pas en France, c'est assez curieux. Alors regardez deux études. Alors une étude d'un psychiatre qui s'appelle Dauvert, qui est la prison de Caen, si je me souviens bien. Donc vous voyez, lui, il trouve des personnalités psychopathiques presque 50%, chez à peu près la même population. Des personnalités hystériques, bon, alors à peu près 10%, un peu plus. Des personnalités paranoïaques, pareil que les... Alors des profils névrotiques, là aussi pas loin de 50%, et des gens tout à fait normaux, à peu près 30%. Jean Proulx, lui, avec son questionnaire, eh ben lui, il a des résultats complètement différents. Il trouve des personnalités dépendantes, pas loin de un peu moins de 45%, des personnalités schizoïdes et des personnalités évitantes, à peu près un peu plus de 20%. C'est quand même extraordinaire cette différence. Alors moi je connais par exemple le médecin qui travaille à Réau. Réau, c'est le Centre national d'évaluation de ceux qui ont des longues peines. Alors il m'a dit, fort de cet enseignement et de ce que j'ai lu à droite à gauche, je reprends toutes les expertises des gens qui sont en longue peine. Et alors je vois des psychopathes. Je leur fais passer l'échelle de R, et la plupart ne sont pas psychopathes, et certains qui étaient pas psychopathes le sont. Parce que c'est tout à fait extraordinaire, mais il y a un Canadien qui s'appelle Mohanam, M-O-N-O-H-A-N, qui a montré que si vous faites un examen psychologique ou psychiatrique par un jeune sans expérience avec des outils, versus un type bourré d'expérience sans outils, le jeune sans expérience a des résultats plus fiables que le vieux avec son expérience. Et pourtant, on s'obstine à ne pas vouloir utiliser, c'est étonnant, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors si là on n'est pas dans l'idéologie, on ne sera jamais dans l'idéologie. Pour Jean Proulx, les évitants et les dépendants représentent 30% de la population carcérale chez ces grands prédateurs. Si bien qu'une fois j'ai entendu, ça m'avait choqué, Maurice Cusson qui m'avait dit à la coupole, vous savez la coupole à Montparnasse, oui, ce sont des minables. Lui, il n'est pas psychologue, j'avais trouvé ça bizarre qu'il me dise minables. Mais bon, les phobiques, ce sont des gens qui ont peur de tout, vous allez voir, et les dépendants, c'est des gens hyper abandonniques qui ne sont pas très sûrs d'eux-mêmes. Quelle est la perception que les gens ont d'eux-mêmes? Comment ils perçoivent l'autre? Quelles sont les cognitions, les émotions et les comportements? Donc elle est une autre comportementaliste, la voilà, donc le trépied de l'analyse comportementale, hein, cognition, émotion, etc. Hein, et les types de crimes qu'ils commettent.
Alors les plus méchants des méchants, vous allez voir, ce sont les évitants. On ne pourrait pas croire que ce sont les gens phobiques, qui ont peur de tout, qui sont les plus méchants. On penserait plutôt que c'est les psychopathes, non? Vous ne croyez pas? Sauf les psychologues, là, ça ne vous étonne pas un petit peu, ça? Alors, comment se perçoit l'évitant? Évitant, c'est dans le DSM. Phobique, c'est notre classification qu'on a appris à l'université. L'évitant, il est incompétent sur le plan relationnel et social, donc vraiment, c'est pour ça qu'il disait que c'était un minable. Lui, il voyait ça comme un minable. Il manque totalement de confiance en lui et sa vie est complètement déserte. Il a une vie apparemment inintéressante. Quand il est face à l'autre, il a toujours peur d'être rejeté. Et alors, quand il est humilié, il est anxieux, il se met en colère. Souvent, il fait avec, et souvent il a des fantasmes de surcompensation. Mais parfois, l'humiliation de trop fait qu'il va infliger aux autres ce qu'il pense qu'on lui inflige à lui au quotidien. Alors moi, je vous donne un exemple, à mon avis évident. Brejnik, un truc comme ça, il s'appelle. Oui. Et alors, il y avait une grande discussion, est-ce qu'il est fou, pas fou, responsable, pas responsable. Finalement, il était bien responsable. Mais moi, j'ai lu dans la presse, évidemment, je ne l'ai pas examiné, mais il était tout seul, il était d'extrême droite, ce sont donc des fantasmes de surcompensation. Il avait l'impression qu'il était rejeté, pas compris par la Norvège, et à la suite d'une humiliation qu'il n'a pas pu supporter, il a fait un carton. Et les évitants, ce sont ceux qui font les pires exactions, les actes barbariques, sadiques, alors sadisme sexuel, etc., etc. C'est ceux qui ont le plus de risques de récidiver, c'est parce qu'on pourrait imaginer le contraire. Bon, il y a beaucoup de risques d'homicide. Alors c'est vrai aussi qu'ils font des petits délits, mais enfin, les plus dangereux, ce sont les évitants. Alors là, je vous assure que quand Jean Proulx est venu nous raconter ça à la place où je suis, là, on était un peu surpris. Bon. Alors, ce n'était pas le cours d'aujourd'hui, c'était... Voilà. Alors, les dépendants, ils se sentent faibles, incompétents, et c'est quelqu'un qui a besoin tout le temps de s'appuyer sur quelqu'un. Donc, c'est un abandonnique. Quelqu'un de très carencé, on dirait, sur le plan narcissique, qui a besoin de s'étayer sur quelqu'un. Et lui, il cherche toujours quelqu'un qui peut l'aider, le soutenir, etc., parce qu'il est incompétent. Voilà. Donc il est extrêmement passif, mais il peut commettre des petits délits, mais surtout de la pédophilie par substitution. Alors quand par exemple son soutien sexuel, si c'est un homme, sa compagne, se désintéresse un petit peu de lui, tout ça, par substitution, il peut s'intéresser à son fils, à sa fille, etc., etc. Donc il passe à l'acte sur un substitut mineur, mais sans commettre de sadisme. Souvent, c'est plutôt dans l'emprise, la séduction, tout ça, etc. Donc le plus dangereux, vous voyez, c'est quand même l'évitant. Mais l'évitant et le dépendant, à eux deux, quand même, 30% de la population incarcérée au centre Pinel. Les obsessionnels et compulsifs, vous connaissez. Donc je vais expliquer un peu aux avocats et à ceux qui ne savent pas, mais l'obsessionnel et compulsif, c'est celui pour qui la loi, c'est comme ça. Il ne supporte pas que les choses n'aillent pas en ligne droite. Alors quand ça ne va pas en ligne droite, si quelqu'un fait un pas de travers, c'est absolument scandaleux, il peut être violent, mais jamais très gravement violent. Mais il peut être violent. Donc on voit ça surtout dans la violence conjugale. S'il a estimé que les choses devaient être comme ça et que madame, je ne sais pas, elle n'a pas mis assez de sel ou je pense qu'une bêtise comme ça, c'est épouvantable pour lui. Pour lui, c'est terrible, terrible, terrible. Un jour, je suis appelé au commissariat de je ne sais plus où, dans le 93. On me dit, docteur, il est complètement fou. On a un type, là, il ne dit pas un mot. Donc, je vais au commissariat et je tombe sur un type, effectivement, qui est là, qui ne dit pas un mot, qui a une culpabilité qui pèse 3 tonnes sur les épaules. Mais bon, j'essaye de le... Et j'arrive à le décoincer un petit peu et il m'explique. Alors, c'est un type qui, mettons 32-33 ans, il a enfin trouvé la femme idéale. Il a 2 métiers, il est postier
plus je sais pas quoi, parce qu'il faut avoir... puis ils ont un enfant formidable qui vient de naître. Alors, il estime que personne ne pourra embrasser l'enfant, même pas lui, avant qu'il ait tous ses vaccins. C'était avant la phobie des vaccins. Bien. Donc le papy, le père de madame arrive, prend l'enfant dans les bras, l'embrasse. Il me dit, vous vous rendez compte? Et c'est incroyable ce qu'il a fait, et elle l'a défendu. Donc il est au bord du divorce, etc., etc., etc. Alors il s'est précipité sur elle, et le bébé a failli tomber, si bien qu'elle a porté plainte. Il est compétent, il respecte les règles à la lettre. Les autres ne valent pas grand-chose, ils sont complètement irresponsables. Et quand il se passe quelque chose qui ne respecte pas les règles, eh bien, il peut se mettre en colère, car les choses doivent être selon les règles. Alors, les passifs agressifs. Alors, les passifs agressifs, ils sont très compétents, mais on doit toujours leur dire « t'as raison, t'as raison, t'as raison », ils demandent à être approuvés. Ils sont très contrôlants, et quand on les désapprouve, ça peut les foutre en colère. Alors eux, voilà, souvent ils s'en prennent aux objets, ou parfois ils commettent des incestes par vengeance, pour se venger de la personne qui ne l'a pas approuvé, souvent la compagne. Antisocial, ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, c'est un diagnostic de comportement, c'est-à-dire qu'on a un casier judiciaire chargé. Et lui, il dit que les crimes dépendent des traits de personnalité associés. On peut avoir un profil psychopathique parce qu'on est antisocial, parce qu'on est souvent en but avec la justice, mais il y a d'autres traits de personnalité, narcissique, histrionique, limite dépendant et tout ce qu'on veut. Il y a une échelle excellente, qui est l'échelle de Haar, qu'on devrait utiliser systématiquement dans nos expertises, ce que l'on ne fait pas. Alors, c'est utilisé dans le monde entier, sauf en France. La perception que les psychopathes ont de l'autre, c'est extrêmement complexe, ça dépend. 52 erreurs de cognition des psychopathes. Ce qui est important, c'est que le psychopathe, il recherche le pouvoir. Il utilise la violence qu'il faut pour obtenir le pouvoir, mais il ne va jamais au-delà. Il s'arrête. Il a repris les choses en main, ça lui suffit. Donc, ce n'est pas les plus dangereux. Beaucoup moins dangereux que l'évitant qui lui fait subir ce qu'il croit subir au quotidien. Brejnik, il ne subissait pas grand-chose au quotidien, il était chômeur, il n'avait pas de copains, il était phobique, c'est tout. Mais il s'imaginait que tout le monde, c'était affreux, il n'était pas parano non plus. Voilà. Donc, il veut tout de suite, tout m'est dû immédiatement, il se sent victime quand les choses ne passent pas, et il utilise des manipulations ou de la violence, mais juste ce qu'il faut pour reprendre le pouvoir. Voilà. Donc, il a prédation variée, parce qu'il a besoin de tout de suite, et parfois des viols intrafamiliaux, parce que le viol, c'est une arme de guerre, mais c'est aussi une arme dans la maison pour obtenir la soumission de l'autre. Le narcissique, alors lui, le narcissique, il est supérieur à tout le monde, il est admirable, les autres, c'est juste des faire-valoir, voilà, il faut qu'on l'admire. Alors, quand on l'admire, c'est formidable, il recherche toujours des positions valorisantes dans la société, etc. Et quand on ne le valorise pas, il peut punir, parce que c'est anormal qu'on ne le valorise pas, il est tellement formidable. Le narcissique peut être l'auteur de viols opportunistes, parce que, quand même, mesdames, vous ne pouvez pas résister à un narcissique, il est tellement beau, tellement intelligent. Si vous ne voulez pas, il se sert quand même. Donc c'est ce qu'on appelle un viol opportuniste. Le narcissique, il rentre dans la criminalité organisée parce que pour se valoriser, il a besoin d'argent quand même. Bien sapé, belle voiture, il est narcissique quoi. Donc ça coûte cher tout ça. Tout le monde n'a pas hérité, voilà. Alors le borderline, et ça, moi j'en vois beaucoup dans mes expertises des borderline. Alors là, j'en vois beaucoup. Donc vous le savez, le borderline, c'est plutôt une personnalité traumatique complexe, mais Jean Proulx ne parle pas des personnalités traumatiques complexes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans le DSM. Elles seront dans la CIM 11. Donc il va peut-être réviser son truc. Mais il n'a pas tellement fait le lien entre la personnalité borderline et les traumas répétés. Il a beau être un très bon psychologue, et on s'est taquiné là-dessus.
Voilà. Alors le borderline, vous le savez, pensée dichotomique, mode de vie complètement instable, et tout bon, tout mauvais, c'est ça la dichotomie. Hein. Bon, ils ne peuvent pas réguler les émotions, ils sont impulsifs, vous le savez, tout ça. Hein. Et donc, dans la labilité des émotions, ils peuvent piquer des colères terribles et commettre des actes qui, contrairement aux psychopathes, ils vont regretter. Le borderline qui a commis, je ne sais pas quoi, un viol par exemple, sous l'effet de la colère, quelque chose comme ça, eh bien ensuite il va se sentir coupable, j'aurais pas dû, il est accessible quand même à une certaine culpabilité. Mais il a du mal à se contrôler. Alors viol et meurtre colérique, expression explosive de la rage, une culpabilité, souvent ils se dénoncent. Et souvent des violences explosives après une frustration. Surtout s'il a picolé, mais l'alcool, ça marche pour tout le monde. Hein. Quand vous êtes sous l'effet de psychotoxiques, évidemment, vous passez plus facilement à l'acte. Bien, donc celui-là, moi, je l'ai souvent rencontré dans mon parcours, parce que pour moi, je vous l'ai dit, mais c'est pas la pensée de Jean Proust, c'est la mienne. Hein. Pour moi, j'ai rarement vu un délinquant en prison qui n'a pas été maltraité. Hein. De Jean Proust. Il n'en a pas trouvé, mais ce n'est pas étonnant, puisqu'il n'y a pas d'outils pour évaluer les personnalités traumatiques complexes. Il n'y a pas. Très compliqué. Parce que c'est tellement disparate, les symptômes physiques, psychologiques, tout ça. Alors, par contre, les histrioniques, il veut être au centre du monde, il est très comédien, très m'as-tu vu, très dans la dramatisation, très dans l'excès, très... voilà... On dit qu'un hystérique qui fait une perte de connaissance est devant un large public, etc. Vous voyez, il ne se blesse jamais. Alors que si vous avez une crise épileptique, vous tombez, bah vous pouvez vous blesser. Le narcissique, il est moins dans le spectacle, il a besoin d'être reconnu. C'est surtout des fraudeurs et souvent ils s'associent avec un paranoïaque ou un antisocial. Bon, voilà. Ce n'est pas les plus graves. Tous ceux qui ont des profils névrotiques, ils ne commettent pas trop de passages à l'acte parce que, comme on a vu ce matin, ils ont un surmoi. Donc voilà, si vous voulez, une classification des personnalités criminelles en utilisant des outils et la recherche empirique de terrain sur des vrais criminels. Alors qu'en France, je ne sais pas comment on se débrouille pour trouver des résultats totalement différents, mais sans outils.